On va attendre un petit peu. Donc, bonsoir à tous pour ceux qui vont écouter en différé. C'est un nouveau direct de Québec Nouvelle avec Samuel Rasmussen. Euh, c'est sûr que dans les prochains temps, on va essayer de vous avertir d'avance aussi. C'est un nouveau podcast et on démarre ça à la bonne franquette, petit peu par petit peu. Donc, ça fait en sorte que, c'est ça, là, des fois, on est un petit peu dernière minute, mais là, on a tout de même des super bons sujets. On va vous parler ce soir là, des méga projets qui se déroulent au Moyen-Orient. Vous avez sûrement dû voir ça passer. Des méga projets qu'on pourrait qualifier de pharaonesques, littéralement. Je veux dire, c'est à se demander si l'argent du pétrole ne monte pas à la tête d'une manière ou d'une autre. Hein. Ça fait en sorte que la majorité des régimes qui se retrouvent avec des ressources pétrolières, disons, appréciables, on dirait qu'ils se mettent tous à se lancer dans des projets d'infrastructures absolument débiles. Et si on gratte un peu plus, hein, on regarde les normes urbanistiques qu'ils emploient, c'est comme les pires. Si tu regardes par rapport à l'Occident, nous, on veut hein, partir. On ne veut plus utiliser d'autoroutes, disons. Et là, eux, ce qu'ils font, c'est juste des autoroutes à perte de vue dans des déserts qui vont toutes verdir, donc qui prennent des capacités en termes d'eau potable, etc. En tout cas, vous voyez ce que je veux dire, là, ces projets-là qu'on voit un peu partout, et notamment, dans les derniers temps, on a vu hein, l'Arabie Saoudite avec leur projet NEOM de littéralement créer une espèce de bâtiments faits en ligne d'une centaine de kilomètres de long. Je pense, tu pourras peut-être me dire, Samuel, d'ailleurs, je te salue, là, je vois qu'il y a déjà 5 personnes qui sont avec nous, donc on peut peut-être commencer petit peu par petit peu. Oui, Ça va bien, Samuel? ça va très bien. En plein milieu de semaine, c'est toujours un plaisir d'être avec toi. Mhm. Écoute, c'est Saudi Vision 2030. C'est Mhm. le programme que le gouvernement saoudien, avec le ministre responsable, qui est Mohammed Ben Salman, a décidé de développer déjà en 2016. C'est drôle parce que Mhm. début des années 2010, déjà on est dans les années 10, les années 2000, les années 20, on peut déjà parler comme ça. On est déjà rendu presque en- on n'est Mhm. pas loin de 2030. Puis, en effet, J'aime bien utiliser ces expressions-là, années 10, années 20, on se sent comme si on oh, revivait la on a période. 60 on a Excuse-moi. 75 ans. Mais c'est Excuse-moi, je te que, laisse continuer. ben non. Écoute, c'est un peu, je fais le parallèle avec le projet du gouvernement indien Narendra Modi dès les années 2014, a voulu, 2015, 2014, si je m'abuse, créer presque 100 villes intelligentes. C'est quoi une ville intelligente? C'est une ville c'est pas Montréal. En tout cas, je suis pas gentil, je suis pas généreux, mais c'est tous des projets d'infrastructures structurantes, comme diraient certains de nos, de nos ministres actuellement, les, euh, les eaux qui se recyclent, la capacité énergétique optimisée. C'est en Inde. Vous voyez, c'est un pays qui va dépasser, comme je l'ai dit la semaine passée, euh, la population chinoise. Pour ce qui est de l'Arabie Saoudite, on dirait qu'ils veulent un peu les imiter, mais avec des projets qui dépassent un peu le cadre du futurisme. Mhm. Euh, on- c'est dès 2016, dès avril 2016, c'est en partenariat avec le ministre de la Défense, les conseils des affaires économiques et du développement. C'est pas tant réalisable, à mon avis, parce qu'on voit dès 2014 une baisse du prix du pétrole. Et jusqu'en 2015, c'était 90% des recettes publiques qui Mhm. provenaient du pétrole en Arabie Saoudite. Donc, pour diminuer fortement les dépenses publiques, on réduit les subventions à la consommation d'électricité, d'eau et de carburant. Donc, on veut essayer de doper le budget en infrastructure. On sait que même aux États-Unis, on a des problèmes d'infrastructure. On augmente le prix du carburant à 40%. Et là, les compagnies comme Saudi Aramco veulent multiplier les investissements hors du secteur énergétique. Donc, c'est pas Mhm. essayer d'enverdir un peu les dépenses gouvernementales, pas du tout. Par contre, on veut s'assurer d'un long terme. Les revenus pétroliers de l'Arabie Saoudite montaient de 30 à 40 du PIB. C'est pas négligeable. C'est Mhm. même, c'était un peu ça avec la Norvège dans les années 60-70. C'est plus le cas. On veut de moins en moins dépendre d'un portefeuille qui est, je dirais, monolithique. La Russie a eu de la difficulté à diversifier son portefeuille national, notamment parce qu'il misait énormément sur les hydrocarbures et tout ça, au lieu Mhm. de diversifier ce qu'on appellerait les valeurs ajoutées.
pétrole, ça devient une valeur ajoutée quand on le transforme, quand ça Mhm. devient de la gasoline, quand bon, ça devient un produit fini. Or, c'est très payant à long terme, on comprend, mais l'Arabie Saoudite ne peut pas vivre encore 50 ans de la même façon. Non, c'est ça. Évidemment, il y a cette perspective d'avenir que l'Arabie Saoudite a, justement. Elle sait que, bon, la majorité des pays qui s'approvisionnaient auprès d'elle, ben, ils essaient tous de faire une transition énergétique. Hein, les pays essayent d'être plus verts. Donc, évidemment, oui, il y a cet aspect-là. Sûr que là, j'ai commencé plus en parlant d'urbanisme en tant que tel. Mais évidemment, oui, il y a une volonté en Arabie Saoudite. Ce n'est pas c'est pas complètement ridicule de vouloir, oui, diversifier l'économie, en tout cas, pour ne plus être complètement dépendant de ce budget-là. C'est juste que, effectivement, comme tu Là, l'as des mentionné, projets de villes les monstres à la c'est ça. verticale. C'est surtout disons, les proportions que ça prend. Parce que là, admettons, j'ai vu, ben, il y a quelques jours, je pense qu'ils viennent d'annoncer le Moukab, euh, qui est un cube, qui, tu me corrigeras si je me trompe, là, mais tu peux rentrer, je pense, c'est pas une dizaine, mais en tout cas, tu peux rentrer plusieurs Empire State Building dedans. Donc, dites-vous quelque chose à peu près gros comme l'Empire State Building, mais comme un cube. Donc, tu sais, qui est aussi large que dans tous les sens, dans le fond. Un truc absolument énorme. Et en plus, quand tu regardes un petit peu le projet, c'est pour faire comme de l'espèce de projection de réalité augmentée à l'intérieur, donc un immense dôme, et avec donc les appartements qui seraient plus sur les côtés. Donc, comme je dis, des trucs là, qui sont dans des proportions énormes. Donc, bon, c'est ça. Je crois qu'on peut déjà peut-être diviser. Hein, d'une part, il y a la diversification justement économique, ou en tout cas plus des perspectives d'avenir de certains de ces pays-là qui se disent, bon, ben, il faut développer de toute façon, fait qu'on va diriger le développement dans une Parce certaine que voie. on voit Et depuis ben, de l'autre partie, c'est plus l'aspect justement urbanistique, que là, ils ont comme des espèces d'idées un petit peu, comme tu disais, futuristes, absolument incroyables. le Mais fait non, pousser c'est ça. des villes dans le désert, vous savez, que ce soit Oman, pas parler vraiment du Yémen, c'est pas vraiment le cas. Les Émirats arabes unis, le Bahreïn ou le Qatar, ce qu'on peut appeler des pétromonarchies, alors que c'est plus du tout ça. L'Arabie saoudite, le régime des El Saoud, sont arrivés en 1937, donc ont été un peu aidés par les États-Unis, si on le comprendra. On a fait pousser des villes dans le désert. Mais là, on veut densifier à hauteur de, si je m'abuse, de 260 000 habitants par kilomètre carré. On comprendra, est-ce que sur le plan de la sécurité, sur le plan de l'urbanisme, sur le plan des infrastructures, est-ce que le 500 milliards de dollars courants va avoir taux fait de ces dépenses-là? C'est un projet quand même assez monstre, qui n'est pas vraiment à comparer du One Belt, One Road. On en a parlé la semaine passée, Mhm, des projets de valeur ajoutée, de transit économique. Mais bon, je pense que c'est de sédimenter l'approche citadine saoudienne. Mais à mon avis, là, mhm, ça serait de voir parce que ce projet-là national de transformation, il y a des états financiers qui ont circulé avec Saudi Aramco, là, mhm, bénéfice net de 110 milliards à peu près pour l'année 2018. C'est étonnant, là, c'est énorme. Donc, est-ce que aussi c'est un projet diplomatique? C'est-à-dire l'Arabie Saoudite veut non pas se démocratiser. On sait que Ben Salman était un peu plus réformateur, mais ça reste une monarchie absolue, une monarchie mhm, presque théocratique. Va-t-elle se moderniser? Peut-être dans sa forme et dans son fort intérieur. On sait que ça se divise en monarques régnants, avec la famille, avec leurs atours familiaux, etc., etc. Donc, ce n'est pas une monarchie un peu constitutionnelle comme en Europe ou comme le Vatican. C'est un mélange des deux. Vous savez que la religion de l'islam a, je dirais, sur leur révélation, à peu près 5 siècles de retard sur le christianisme. Pourtant, si on revient dans l'histoire de l'âge d'or arabe, à proprement parler, au 8e ou 9e siècle, on était beaucoup en avance sur l'Europe. Malheureusement, ça mhm, s'est diminué, possiblement en raison de ce grand dilemme qu'on appelle le pan-islamisme et le pan-arabisme. L'Union soviétique qui tire la couverte de son bord, les États-Unis aussi. Le colonialisme européen a ralenti un tant soit peu le décollement technologique, le décollement économique de ça. Donc, mhm.
de refaire toute cette infrastructure-là économique aujourd'hui, ça peut se faire, mais avec des Ouais, projets plus réalistes. ouais, ben c'est ça, on en revient quasiment, je dirais, c'est une comparaison un petit peu éloignée, mais à l'espèce d'industrialisation forcée de l'URSS à ce stade-là où En c'est quelque quasiment comme sorte. si on partait à zéro, hein. Donc oui, tu sais, si on pense, ben là, on parle de l'Arabie Saoudite, il y a aussi, tu sais, les Émirats Arabes Unis, hein, qui sont comme un exemple éloquent là, de quand tu regardes Dubaï au début du siècle et ce que c'est devenu par après. Et toute cette espèce de dynamique-là où des espèces de contrées, hein, dans le désert qui, ben, tu as mentionné, hein, l'âge d'or de l'islam qui se déroulait plus autour de l'Irak, hein, dans des régions, disons, plus fertiles, les centres culturels. C'était pas en plein milieu de l'Arabie Saoudite, en plein milieu du désert, ça. Donc, c'est vraiment plus à partir du 20e siècle que là, ces pays-là, du jour au lendemain, se retrouvent avec une fortune dans leurs mains comme ça. Et ben, ils se retrouvent maintenant avec ce dilemme-là où oui, effectivement, ils ne peuvent pas juste s'asseoir sur cette fortune-là. Il faut qu'ils développent pour l'avenir. Et ça force cette espèce d'industrialisation, cette urbanisation forcée. Je rajouterais même que il y a un concept qu'on utilise en sciences politiques qui s'appelle la malédiction des ressources. Donc, c'est justement ce concept-là qui dit que parfois d'avoir d'une manière trop abondante d'une seule ressource très lucrative, ça fait en sorte que ça limite en quelque sorte les développements sociaux et urbanistiques dans un sens où il se retrouve que c'est l'élite, disons, qui s'accapare de la ressource. Et après, ben, vu que l'État, bon, comme tu le mentionnais, la majorité des profits viennent des hydrocarbures, bon, ben, ça fait en sorte qu'ils n'ont pas besoin de lever d'impôts. Et quand tu ne lèves C'est pas pas, d'impôts, tu n'as pas de besoin d'offrir, disons, des il y a infrastructures à tes beaucoup, citoyens. il y a Bon, beaucoup ça, c'est le d'argent principe qui de dort. base, mais ça, c'est le principe de base. Mais tout ça pour dire que il y a un peu de tout ça là-dedans et ça crée une situation où c'est comme si, au-delà de l'islam, il y a peut-être parce que là, on parle de l'Arabie Saoudite, mais j'ai l'impression que ce modèle-là se retrouve un peu partout. Là. On y reviendra, mais l'Égypte aussi sont en train de construire un nouveau Caire. J'ai l'impression qu'il y a comme cette espèce de culture-là, un petit peu d'autocrates omnipotents Oui, qui parce ont qu'elle un a choix à besoin. faire d'urbaniser, mais qui le font, ben, disons, avec une. Ils n'ont pas beaucoup de comptes à rendre, là, donc ils peuvent La pas mal meilleure se laisser façon aller. Là. d'avoir Mhm. une attractivité économique, c'est en diversifiant non seulement, oui, le portefeuille national, notamment avec la diversification des acteurs économiques. Or, l'Arabie Saoudite a très peu d'acteurs économiques. Non Mhm. seulement parce que l'État prend des dividendes assez signifiantes, mais aussi parce qu'il faut parler de stock, il faut parler de flux également. J'allais dire, tout se fait sur les stocks. C'est plus facile de stocker du pétrole, mais avec la fluctuation, le pétrole brut, etc., ben, il perd énormément d'argent. Et de toute façon, il y a de l'argent qui dort et de l'argent qui dort qui n'est pas dépensé. Euh, J'imagine que le gouvernement saoudien peut essayer comment dire, de faire des dépenses qui peuvent être des investissements. Pourquoi? Pour attirer les marchés étrangers vers notamment, que ce soit Mascate en Oman, que ce soit à la Mecque ou Médine en Arabie Saoudite. Donc, 500 milliards, le Neom. Est-ce que ça Mhm. va porter ses fruits? Est-ce que c'est un éléphant blanc? Je le Mhm. rappelle, c'est quoi un éléphant blanc? Je vous dirai tout à l'heure, d'ailleurs, pourquoi on parle de toutes ces choses-là. On aurait pu le dire en introduction, là, c'est en live. Mais un éléphant blanc, c'est qu'au Myanmar, je pense que c'est au Moyen Âge du Myanmar, au Laos, les récits ne sont pas tout à fait clairs à ce niveau. Pour faire du mal à son ennemi ou son adversaire, un prince devait donner un éléphant blanc à son adversaire. Et c'était considéré comme un animal sacré. Je ne sais pas Mhm. si vous savez, là, mais nourrir un chat, pas de problème. Nourrir un hamster, ça va bien. Un éléphant, c'est tout autre chose. Puis vous ne devez pas le faire crever. Là. Vous ne pouvez pas tuer l'éléphant en tant que tel. C'est un animal sacré. Donc, on affamait son adversaire en lui donnant un cadeau empoisonné. Ah, je Oui, savais pas l'origine de l'expression en tant que tel, c'est oui. intéressant. Et aujourd'hui, c'est quoi un éléphant blanc? Ben, c'est une tour à bureau qui a 90 de vide. Donc, c'est Mhm. un projet qui est excessivement coûteux et qui ne sert à rien. Prenez aussi note que le Myanmar, pour justement attirer des acteurs économiques étrangers, ont pas diversifié, mais ont essayé de faire des projets structurants, encore une fois, avec des dizaines de voies
Mhm. pour les consuls, pour les diplomates, etc. Mais 10 voix pour le Myanmar, on le comprendrait pour des mégalopoles, des métropoles en Chine, mais c'était encore là des éléphants blancs. Donc, le régime birman ou du Myanmar, Mhm. appelez ça comme vous voulez. Je ne veux pas non plus insulter les gens qui viennent de ces pays-là, mais bon, on le dit en français birman. On disait d'ailleurs le Siam avec la Thaïlande, mais bon. Mhm. C'est un peu ça qui se passe, c'est qu'on veut structurer des projets d'infrastructure qui sont complètement clownesques. Mhm. Est-ce que D'ailleurs, ça ça me va fait être... penser qu'il y a eu des méga projets aussi en Chine qui étaient semblables aussi, il semblerait qu'il y a beaucoup d'infrastructures qui sont en train de tomber, qui sont en ruine. Tu parlais de bâtiments vides. Puis j'en reviens un petit peu à ce que je disais, c'est un petit peu ça. On dirait que c'est le même pattern qui se retrouve un peu partout. Je pense aussi à ce projet-là qu'il y avait en Turquie, un gars qui a fait des châteaux à la française, là, un promoteur, là, ben, ça encore, c'est tout en ruine. Donc, c'est pour ça que je dis, il semble avoir une espèce de multiplication de ce genre de projet-là. D'ailleurs, on peut peut-être aller voir sur une carte, là, je vais aller voir sur Google, vous montrer ça parce que je suis tombé sur ça récemment, mais l'Égypte a, elle aussi, son projet de construire le nouveau Caire. Et donc, tu sais, il y a cette espèce de côté très moderniste, hein, urbanificateur, un petit peu à la Haussmann. Hein, on veut faire table rase du passé. Et le Caire, bon, c'est une ville moyenne-orientale brune avec des petites ruelles très, très coincées. Et on se rappelle qu'il y a eu des manifestations hein, en 2010, les printemps arabes et tout. Et j'ai trouvé ça complètement ironique de réaliser que là, ils construisent un nouveau Caire, donc un nouveau Caire à l'extérieur. Et ça me fait penser aux mêmes dynamiques qu'il y avait avec Versailles, parce qu'ils construisent pas juste un nouveau Caire, une nouvelle ville, ils construisent un nouveau palais présidentiel aussi. Et donc, à des dizaines de kilomètres de l'ancien centre-ville, une zone beaucoup plus contrôlable. Et donc, tu regardes ça puis tu dis, si vraiment ça a été ça le résultat des révolutions arabes de 2010, que là, maintenant, ils sont rendus à construire un gros centre-ville qui s'apparente aussi un peu à un éléphant blanc, comme tu le disais, qui vont peut-être plus Ben oui, ruiner les Égyptiens qu'autre chose. Et qui, en plus de ça, je vais vous montrer sur la carte le palais en tant que tel. Là, quand je dis Versailles, là, c'est pas des conneries. Là, c'est assez ahurissant. Donc, on tu va aller voir parlais ça vite, vite. du printemps arabe. Je vais citer le Mhm, professeur Sami Aoun qui parlait de mirage plutôt que de miracle, parce que, mhm. bon, l'autoritarisme a changé de voie. Il Oui, tout est devenu simplement, soit oui. plus islamiste ou s'est décollé de l'idéologie socialiste. Mais regardez, je veux dire, on parle du roi Soleil, là, Louis XIV avec son Versailles. Oui, c'était à la fin du 17e siècle, c'était pour remporter l'élite. Euh, donc, le Soleil, c'était quoi? C'était parce que les planètes gravitaient autour. Mais c'est un peu comme ces potentats-là qui veulent amener l'élite dirigeante, du moins les plutocrates, ou appelez ça comme vous voulez, les oligarques ou la famille Mhm. royale, les distancer d'une ville qui devient de plus en plus densifiée. Et là, en Exact. Arabie Saoudite, on veut densifier, je l'ai dit, 260 000 habitants par kilomètre carré. La Chine a fait ça, a dû débâtir Mhm. et mettre en ruine C'est-à-dire, toutes ces ça devient villes-là. un outil de contrôle là, à ce stade-là. Une volonté d'urbanisation de même, justement, comme tu le dis, déplacer le centre de pouvoir. Et là, on le voit, bon, je vous montre en ce moment, c'est le palais dont je vous parle. Regardez les jardins de ça. Ça l'a juste. C'est incroyable, là. C'est immense. À l'heure Je actuelle, là, dis il y a Versailles, 11 mais c'est millions. vraiment immense. Là. 11 Et millions d'habitants au Caire présentement. à l'ancien, au nouveau, Non, je veux dire au Caire, là, le Caire c'est ça, normal. parce que là, c'est ça, juste je vais vous montrer sa carte, après on va revenir tout de suite. Bon, il y a le Caire ici, comme je vous disais, bon, une ville moyen-orientale très, très coincée, hein, et il y avait, bon, le palais royal, il est dans ce coin-là, là, je pense proche de Place Tahrir, je ne sais pas exactement où, mais bref, tout ça pour dire qu'il y a cette ville-là, et bien c'est ce que je vous montre depuis tantôt, là, regardez ça, et faites juste porter attention bien à l'urbanisme de ça, là. Comme je vous disais tantôt, en Occident, ce modèle-là est devenu considéré comme le pire modèle que tu peux pas avoir. Des autoroutes, des bars, au moins c'est des espèces de blocs appartements, des condos, je présume. Il y a déjà ça, mais tu sais, des gros espaces de gazon inutilisés, Ben, dans le monde des arabe, autoroutes depuis. à perte de vue. Donc, bref, tout ça pour dire que c'est vraiment un modèle que nous, en tout cas, on rejetterait parce qu'on l'a expérimenté en Occident. Et là, en plus, comme je vous disais, avec le palais royal, regardez ça, le palais présidentiel, à quel point il est rendu loin du centre-ville. Oui. C'est à Donc, peu près la bref, même tout ça distance que pour dire Versailles que que Paris, à peu près.
C'est ça, ben, peut-être qu'ils se sont inspirés du modèle parce qu'on le sait que, je veux dire, l'Égypte a quand même une histoire commune avec la France. Hein. On se rappelle que Nasser disait que Napoléon était le premier réveil de l'Égypte, donc un peu leur premier modèle de modernité. Qui sait, peut-être que D'ailleurs, tu as les Égyptiens parlé, actuellement se sont oui, inspirés de ça pour leur palais. Là. tu as parlé de Gamal Abdel El Nasser, c'était un des non-alignés avec Modi, puis Mhm. voyons, Brasset Tito. Mais bon, c'était plutôt un chef d'État socialiste avec Ouais, bon, des sa version du influences un peu socialisme d'Agostino. arabe, mais ça Oui, demeure qu'il y avait une volonté de modernisation dans son action. et on Disons, revient, on a considéré le nasserisme avec son panarabisme comme une volonté de modernisation. ouais, ça a Il était beaucoup tombé, opposé aux frères musulmans, mais bon, c'est sûr qu'il faut le replacer dans le contexte de l'époque aussi, évidemment. Là, oui. ça fait déjà presque 60 ans de toute façon. Les Mhm. temps ont changé, les islamistes ont pris le pouvoir et tout ça, donc on est passé d'autoritarisme socialiste, excuse-moi un truc, ce que je viens de dire là, à une forme de théocratie modérée, je dirais modérée, puisque c'est pas une théocratie comme on veut bien l'entendre en Arabie Saoudite ou en Iran. Même que le régime iranien, c'est autre chose. C'est une Mhm. théocratie constitutionnelle. Mais Ouais, vous non, voyez, c'est ça. juste l'urbanisme en forme de cercle, très Mhm. circulaire, c'est un peu calqué, je dirais, du moins un dérivé des premières Ummah. La Ummah, c'était la Mhm. communauté, on gravitait dans un monde holiste, où ce que c'est les individus qui gravitent autour de la communauté, non l'inverse. On vient justement à fixer un centre. On veut un centre à tout. La Mecque en est un avec la Kaaba, l'espèce de pierre Mhm. noire qui était la chambre de Mohamed. Bref, les D'ailleurs, le idoles et nouveau tout ça. projet a été critiqué pour ça. Le nouveau projet en cube dont on vous parlait, là, le Moukab, a été critiqué pour savoir est-ce que c'est pas anti-islamique de refaire un autre cube en Arabie Saoudite, un immense cube significatif justement autour duquel la capitale Faudrait tournerait. demander à Cube Bon. Radio. Peut-être qu'on aurait des réponses, mais une vision Ben un moi, à peu. base, je pensais que c'était quasiment un hommage à ça. Je vais peut-être aller trouver une photo vite vite, mais je pensais que c'était un hommage à ça, le Moukab. Mais il semblerait qu'ils ont dit non, il n'y a aucun lien. Mais bon, c'est sûr que ça serait facile de faire le lien. Peut-être juste montrer vite vite le vidéo de ça. Là. Je vais en ajouter un autre, mais. Ils disent sur le Oups. site web dédié au projet, ils disent que on utiliserait 100% des énergies renouvelables. 95% des terres seraient récupérées pour la nature. Donc, il y a quelque chose de très écologique aussi, très écologiste là-dedans. Je trouve ça assez. Oui, On oui, voit qu'on oui, essaie oui, de se exact. coller aux standards plutôt de l'OCDE et encore là pour une attractivité non pas économique, mais politique. Donc, il y a quelque chose de symbolique là-dedans. Donc, c'est ça le fameux cube dont on parle. Là. Il rentre plusieurs Empire State Building là-dedans. Là. C'est absolument énorme. Donc, vraiment un projet que ben, c'est ça, l'Arabie Saoudite l'a dévoilé aujourd'hui. Sinon, je peux peut-être aller voir vite, vite aussi le Neom, là, qui est un petit peu On dans voit les mêmes. ce genre de choses-là, comme j'en ai parlé avec Écoutez, Modi en 2014, c'est comme si ces leaders-là, que ce soit du Myanmar, de l'Inde ou de l'Égypte ou de l'Arabie Saoudite, c'est parce qu'ils voient une urgence. Ils voient le flux des capitaux aller vers d'autres centres. On voit aussi que les portefeuilles, c'est pas vrai qu'ils ne se tournent plus vers le pétrole, mais c'est de moins en moins le cas parce que c'est un capital à haut risque. Donc là, on veut essayer, encore là, comme je l'ai dit, d'être attractif sur le plan économique. Euh, Est-ce qu'ils auront raison? Est-ce que c'est un peu comme l'espèce d'urgence industrieuse de Staline dans les années 40 et 50 qui voulait moderniser à marche rapide l'Union des républiques socialistes soviétiques? C'est que Joseph Staline avait eu des plans quinquennaux pour de forcer l'industrialisation. On sait que dès la révolution bolchevique, on ne savait même pas sur quel point tourner. Est-ce que c'était les ouvriers? C'était sur la période agraire? Même Marx qui disait, je sais que j'en monte à loin, disait la Russie ne pourra jamais faire sa révolution, d'autant mhm. plus qu'elle n'est pas industrielle. Lénine a un peu fait mentir Marx et Staline par après. C'est pas vraiment pour les louanger, mais c'est marche forcée, c'est par Ben, des esclaves. C'est ouais, par ben, en des même temps, c'est esclaves de un petit peu l'État.
voyons, la malédiction du communisme de s'être développé là où il n'était pas censé, selon les fondateurs du communisme. Parce que, évidemment, oui, Marx disait que ça serait en Angleterre, je pense, ou en Allemagne. Je pense que c'était l'Allemagne qui voyait comme le pays parfait pour ça, mais qui disait que l'Angleterre serait peut-être plus proche du communisme. J'osais Et pour te finalement, ben, convaincre. c'est né, comme tu dis, dans la Russie tsariste, qui était encore dans le féodalisme à ce stade-là. Et par après, en Chine, qui est encore plus paysanne, et avec tout ce qu'il y a eu, la révolution culturelle, le grand bond en avant. Donc encore là, bon, le grand bond en avant et l'industrialisation forcée de Staline n'en demeure pas moins que dans leur cas, disons qu'il y a une marche plus rationnelle, plus étapiste qui peut être faite en termes de développement industriel. Ce que je veux dire par là, c'est que de construire une usine, bon, on le sait, c'est quoi ça va produire. Je sais pas, tu veux produire tel type mettons, un tracteur, bon, il te faut tel type de minéraux, tu Et fais les usines justement, avant. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même une marche à suivre qui fait du sens et qui, après, il y a un retour de l'investissement clair à partir du exact. moment où tu as réussi Mais à la main-d'œuvre, industrialiser. Mais, on va mais la trouver où? dans leur cas, oui, je vois ils veulent diversifier leur attractivité, devenir plus, disons, justement, ils disent qu'ils veulent axer sur le tourisme en quelque sorte. Mais c'est parce que là, tu parles d'un projet comme d'un édifice haut comme l'Empire State Building qui est long de 100 km et qui intègre plein d'espèces d'éléments comme de maisons, édifices intelligents, donc des panneaux, disons, des écrans, je veux dire, juste en termes de terres rares, ce que ça va prendre pour faire leur projet, c'est ahurissant. Et ce que je veux dire, c'est que là, tu n'as pas de retour direct sur l'investissement. Tu as beau avoir des milliardaires qui viennent te visiter. Est-ce que c'est. Moi, ce que je veux dire par là, c'est que je suis très sceptique que ce genre de projet-là peuvent être rentables. Et d'ailleurs, la ligne, là, Neom, je veux dire, on va se le dire, là, c'est le nombre d'oiseaux qui vont mourir avec ça. Je vous ramène à l'image, là, mais regardez, là, ça n'a juste pas d'allure. Là, si tu mets ça sur 100 km de long, là, c'est. 100 km, ils disent ici. C'est 200 mètres de large, 170 km. Donc, des gratte-ciels parallèles de 500 mètres de haut. Écoutez, là, non, mais je veux dire, le c'est retour sur de la l'investissement, folie. là, je sais pas comment ils calculent leur projet, là, mais je Mais vois moi, pas vraiment. je me pose la question, qui va les construire? Ça ne sera pas les hommes avec les comment on appelle ça, le voile, là, c'est une forme de turban, là, ou tout ça, des napkins. Mais Mhm. je veux dire, c'est qui va les C'est construire? Kéfier. Quelle main-d'œuvre va bâtir ça? Vont-ils calquer? Donc, c'était au Bahreïn ou au Qatar, Mhm. c'était littéralement presque des esclaves indiens qui Mhm. venaient construire et qui mouraient dans leur tour, pas du tout syndiqués, avec aucune norme. Donc, c'est beau, ces projets futuristes, très lichés, presque un projet comme dans Star Wars, mais Ben, c'est ça, vont-ils ça vraiment fait trouver la littéralement main-d'œuvre? science-fiction, là. C'est comme, Ah oui. tu sais, et on dirait qu'il y a cette espèce de tendance-là à constamment vouloir se montrer comme il n'y a rien d'impossible pour nous. Ce que je veux dire par là, c'est que on veut une pente de ski dans notre projet. C'est sûr qu'ils vont mettre une pente de ski dans le projet. Ils ne vont pas se dire, bon, ils ne vont pas se mettre à revoir les budgets. Là. Ils vont dire, non, on veut une pente de ski, on va mettre une pente de ski. Et là, comme je vous disais sur le truc, sur le mocab, le gros cube, bon, parce que là, il y a Neom, comme on disait, hein, qui est comme la longue ligne dans le désert, hein, l'édifice de 170 km, je pense que tu disais. Et Neom, qui est un gros cube qui, lui, va être voyons, à Jeddah. Pas à Jeddah, voyons. J'ai un blanc là sur. Je vois, ça s'appelle The Line, le Riyad, mocap. pardon, à Riyad. OK. Mais c'est ça, exactement. Et comme je vous disais tantôt, il va être un immense dôme à l'intérieur, qui est comme un écran et qui va être comme une espèce de réalité augmentée. Donc, quand tu vas rentrer dans cet édifice-là, ça va être un dôme, et je vous répète, là, le dôme aussi gros que aussi haut que l'Empire State Building, là, je présume que ça va être le plus gros dôme au monde s'ils réussissent à le construire. Mais non seulement ça, qui va être fait comme un écran et qui va, dans le fond, être comme des espèces d'ambiance de divers pays. Donc, mettons, tu es en Arabie Saoudite, tu rentres dans cet édifice-là, ben, tu vas te retrouver, je sais pas, dans un décor hivernal ou dans une tempête tropicale. Et là, c'est à se demander avec la technologie, si elle a avancé jusque-là, est-ce qu'on va pouvoir contrôler, disons, chaque personne individuellement, ce qu'on voit dans l'espèce de simulation. Donc, c'est ça Ben, que là, on en c'est à se revient sur la demander. faisabilité du projet. Là. Et Est-ce ça, que. même après coup, même le projet étant fait, là, mettons, là, est-ce Mhm. que ça pourra être appréciable, la classe moyenne, ou du moins la
classe moyenne basse, c'est une autre histoire. Ben Vous non, c'est avez ça. certainement entendu parler des fameuses rénovictions. Et quand c'est l'État qui doit déménager, écoute, il y a eu presque 600 000 personnes qui ont été touchées dans plus de 60 quartiers. Donc, bon, on parle ici d'Amnesty International. On parle même pas on parle pas de travailleurs encore, là. Le projet n'est pas encore fait. Il y a des projets de démolition qui ont été énormément mis de l'avant. Et en plus de ça, des quartiers ont été envahis par des maladies, de la criminalité, le drogue, le viol. Ça a le beau être une monarchie absolue qui applique la charia, là, mais la criminalité, là, c'est assez élevé. Déjà en octobre 2021, les projets de démolition ont commencé, notamment là, pour le projet central de Jeddah. Et déjà en 2022, les autorités saoudiennes ont eu un programme de compensation, et ce qui était déjà trop tard. Ça touchait seulement la moitié des personnes expulsées. Donc, juste la valeur de l'indemnisation, est-ce qu'il va pouvoir couvrir tout ça à long terme? Bon, il y a de l'argent qui dort, etc., mais pour prévenir toute cette problématique-là entourant cette destruction totale de plusieurs dizaines, j'ai parlé de 60 quartiers, c'est même des communautés qui ont été détruites, là. Je veux dire, ce n'est pas seulement des wahhabistes, théocrates ou tout ça. Il Non, y a c'est des ça. gens qui demeurent là. Souvent, on a cette image-là que tout le monde en Arabie Saoudite, c'est des ultra riches pétroliers, mais il y a encore des populations autochtones saoudes qui sont pas particulièrement riches, évidemment. Puis, non, c'est ça, c'est vrai. À la limite, si c'était dans des lieux plus réduits, que bon, ils créent des petites communautés pour ultra riches, mais c'est parce que j'en reviens, c'est dur de saisir là, la proportion de ces projets-là et de croire. Là, je sais ils ont commencé, là, la ligne Neom, ils ont commencé à faire à ajuster le terrain, peut-être les fondations et tout. Mais en regardant ça, on dirait qu'on ne peut pas s'empêcher d'être sceptique et se dire que ça ne pourra pas aboutir ou qu'en tout cas, éventuellement, on va les voir en ruine. Là. Imaginez, ici en Occident, on a de la difficulté à édifier des villes intelligentes. Pourquoi? Le patrimoine, la densité la densification des villes, les projets, les retards de travaux. Imaginez, là, on essaie de transformer Montréal avec le budget provincial ou fédéral, on aurait de la difficulté. Pourquoi? Parce qu'il y aurait énormément de déplacements de population. Écoutez, si on était un gouvernement autoritaire et totalitaire, on dirait aux gens de Montréal, écoutez, pendant 10 ans, vous allez devoir vous déplacer sur la rive nord ou la rive sud, on va refaire ça. On va faire comme New York, par exemple, qui ont été très intelligents, c'est-à-dire de faire des rues et des avenues et de reconstruire à neuf et de bétonner à grandeur et asphalter. Comprenez que c'est irréaliste. Imaginez ça 100 fois ou 1000 fois. Parce que là, on parle de Montréal. Là, on parle de Riyad, on parle de Le Caire. On dit du Caire ou Le Caire. Bon, bref. C'est Vous vrai qu'on comprenez est un peu le toujours mal. principe. C'est Non, complètement ahurissant. Non, c'est ça, c'est débile. Puis, je veux dire, là, tu disais, pour faire des villes intelligentes, je veux pas faire mon gars de Québec, là, mais on veut juste construire un pont, là, gang. Juste un pont. Puis, on est incapable, hein, au Québec. Puis, bon, je suis pas contre le principe de l'acceptabilité sociale. Il faut hein, qu'il y ait il y a une certaine manière là, de consulter la population pour s'assurer que les projets soient faisables, mais c'est rendu qu'au Québec, on dirait qu'il n'y a rien qui passe. Et ben, à l'inverse, on a le tramway aussi, que lui, on dirait qu'il passe puis il n'y a aucune manière de s'y opposer. Mais bref, Ça fait 30 ans. ça pour en revenir que, tu sais, là, on parle d'un pont, admettons, dans la ville de Québec, et là, les gens se mettent à dire, oui, c'est ça, les autoroutes que ça va créer, étalement urbain, etc., etc. On est constamment dans un esprit où tout doit être bloqué. Et là, en comparaison, on se compare à justement ces projets-là dans d'autres pays où c'est complètement l'inverse. Le mindset est complètement dans non, on veut aucune limitation, on veut les trucs les plus extravagants, les plus débiles qui soient. Puis comme tu le dis, je pense pas que les populations, je pense pas qu'il y ait de l'acceptabilité sociale ou qu'ils soient consultés. Bon, Justin Trudeau dira c'est l'avantage des dictatures. Là. Il n'a pas tort, parce qu'on mais peut en pas même vraiment temps, voir. l'environnement aussi, hein, je pense pas qu'il regarde vraiment l'environnement. Je faisais des blagues par rapport aux oiseaux, mais une ligne de 170 km, là, haute comme un Empire State Building, comme un miroir,
Je ne sais pas c'est quoi les oiseaux migrateurs qu'il y a dans le coin, là, mais j'ai comme l'impression que ça va, ça va créer quelques Ouais, problèmes. mais ils vont En tout cas, avoir bon, 100% de c'est une autre ressources affaire. renouvelables, et cetera. Donc, c'est un peu ça. Il faut habiller Paul pour habiller Jean, là, mais Mhm, bon, c'est pas tout à fait ça, là. Regardez, là, on déplace 4 familles d'une usine, pas d'une usine, excusez-moi, d'un bloc appartement qui est en ruine. Ça fait la une du Journal de Montréal. Là, on déplace presque un demi-million de personnes. Bon, mhm, l'avantage pour bien naturellement les gouvernants dans un État autoritaire ou totalitaire, c'est qu'ils n'ont pas un mot à dire. Fait qu'ils mhm, doivent juste se plaindre à Amnesty International. Ici, on a des cours, on a le tribunal administratif du logement, on a 3 paliers de gouvernement et nos institutions démocratiques sont fortes. Imaginez, on ne peut pas vraiment adapter la lunette occidentale à un pays comme l'Arabie Saoudite, vous mhm, comprendrez, mais en même temps, c'est pas juste une question de droit, là. C'est pas juste une question de droits libéraux dans un monde mondialisé. On parle de vies, de centaines de milliers de vies de communautés, d'appauvrissement, de criminalité accrue dans un État qui pourrait devenir failli. Donc, est-ce mhm. que ça sera une stèle morbide pour le gouvernement monarchique de l'Arabie Saoudite? Peut-être. Mais bon, je ne fais pas de prédiction encore là. On a de la difficulté à prévenir 1 ou 2 ans à l'avance. Dans des situations comme celui-là, vous comprendrez que les cartes sont très diverses, très nombreuses. La pertinence de tout ça, mes amis, ce soir, c'est pour la simple et bonne raison que même si c'était en Arabie Saoudite, même si c'était en Chine, vous voyez, j'avais parlé de Napoléon qui disait lorsque la Chine s'éveillera, le monde tremblera. Ben, les monarchies, les républiques socialistes du Moyen-Orient font changer la carte du monde, Mhm. font augmenter certains prix. Donc, tout ça, il y a une pertinence, puisque ici, ça change certaines perspectives, non pas des perspectives, mais ça change la donne au final. Donc, à long terme, ça se peut très bien que ce que fait le gouvernement de l'Arabie Saoudite, à long terme, d'ici 10 ans, ça a beaucoup plus d'impact que ce que le voisin d'à côté va donner. C'est sûr qu'on ne le voit pas. Donc, physiquement, on voit notre voisin pelleter ou avoir une chicane de haies. Là, ça se ramasse devant la cour municipale ou aux petites créances. C'est sûr, on voit à court terme. Mais à long terme, ces effets-là peuvent être peut-être catastrophiques pour ceux-là Mhm. et faire augmenter les cours de certains biens, de certaines ressources dont on a besoin. Non, clairement. Puis moi, j'ai l'impression aussi que c'est important aussi de regarder ça, tout simplement parce que, bon, là, on disait, OK, bon, disons, on déplorait le fait qu'ici, on essaie de construire un pont, admettons, c'est plus compliqué, mais en même temps, juste par rapport tu sais, l'Occident, c'est toujours considéré un petit peu comme la civilisation dominante, hein. C'est nous qui a initié la mondialisation, hein, et bon, l'Occident, c'est les sociétés riches essentiellement dans le discours dominant. Et bon, on en revient à ce qu'on disait, hein, c'est pas tout le monde en Arabie Saoudite qui est riche. Mais l'attitude des gouvernements aussi témoigne en quelque sorte du renversement, j'ai l'impression, géopolitique là, de notre époque. Je ne suis pas en train de dire que l'Arabie Saoudite est devenue comme une grande puissance, mais tu sais, la même attitude là, de développement se retrouvait en Chine avec des développements à perte de vue, des développements monstres. Ça se retrouve dans tous les pays, dans le fond, non occidentaux, avec des modèles, disons, un peu plus autocratiques. Et je ne sais pas comment dire, mais à un certain niveau, ça fait mal paraître l'Occident, alors que peut-être que le fait que l'Occident, justement, est moins dans ce genre de gros projets-là, ben, c'est justement parce qu'on se préoccupe plus de la population disons, des bâtiments ou du futurisme de nos développements. Euh, mais en même Encore temps, quand tu drôle. regardes ça à l'international, on a quand même l'air de ceux qui sont en perte de vitesse, puis que, ben, on n'est plus capable de vraiment C'est euh, ça. C'est parce que le tenir taux de le. croissance peuvent être négligeables comparativement à certains États. Euh, J'ai dit Morin qui dit une chicane de haie, est-ce que ça se règle au tribunal de la haie? C'est un calembour vraiment très drôle en relation. J'avais jamais pensé, puis je suis jaloux. Mais là, on parle du tribunal, on parle du droit pénal international, du droit civil international. Mhm. C'est pas tout à fait la même chose, mais ce que je m'en dis avec ça, Ça c'est que je dépend trouve si ça ta haie est génial. sur une frontière, je présume. Oui, c'est ça, Peut-être. exactement. Mais le poids démographique on parle de la dichotomie nord-sud, pas nécessairement parce que c'est le nord géographique, mais le nord mondialisé versus l'Orient qui pourrait être paru comme le sud
en sous-développement ou en développement en voie d'industrialisation. Mais le poids démographique, écoutez, c'est-tu 1 sur 6, 1 sur 7 milliards quasiment, là? Mmh. On pèse pas cher. Pourtant, le poids des richesses est concentré. Là, je suis pas en train de dire qu'on est méchant parce qu'on on contrôle le monde économiquement, là. Non, Vous mais tu et parles de moi, démographie, puis aussi juste le fait que, bon, des populations plus jeunes aussi, bah, ça fait oui, plus de travailleurs, plus de dynamisme aussi. C'est sûr que toutes les sociétés occidentales, on est des sociétés oui. vieillissantes. On n'a pas Regardez la nécessairement pyramide des besoin, là, tu âges. sais. On peut Mhm, juste faire un comparatif, aller sur le site Perspective Monde de l'Université de Sherbrooke et ou par exemple la Banque mondiale. Banque mondiale qui a aussi des données assez récentes sur la pyramide des âges. On a juste à voir le Nigeria qui, de toute façon, va possiblement accoter l'Inde et la Chine dans quelques décennies. Le poids que les jeunes... c'est incroyable comparativement ici, là, la pyramide est inversée, là. mhm, Donc, encore là, on parlait là, la semaine passée sur le vieillissement accéléré de la population en Chine qui peut fabriquer un peu des crises n'importe comment. Et les mhm, gouvernements font toujours des choses un peu niaiseuses en situation d'urgence, dont peut-être l'Arabie saoudite, dont peut-être la Russie dans quelques années aussi. mhm, C'est un peu comme quelqu'un qui fait de l'anxiété et qui essaie de prendre une décision. Vous voyez, ça c'est du micro, c'est de la psychologie de base. Ça se peut très bien qu'il soit déconcentré et prenne des décisions complètement impulsives. Imaginez un gouvernement. Imaginez des têtes dirigeantes, des théocrates, des oligarques milliardaires russes, on peut parler même de nos démocraties ici, là, ça n'en prend pas gros, mais au moins, ils ne sont pas là pendant 20 ans, ces gens-là. mhm. Personne autant il y a Ben, des dictateurs, stupides, autant qu'il y a des démocrates qui sont stupides. ah, c'est clair. Puis d'ailleurs, tu me fais penser que c'est peut-être aussi une raison pourquoi ils peuvent faire des projets aussi monumentaux. Tu sais, le fait d'avoir des mandats, c'est sûr que si tu es, admettons, Poilievre ou Justin Trudeau en élection, puis que tu dis, nous, on va faire un projet, on va construire un cube gros comme la ville d'Ottawa en entier. Imaginez, là, ça, c'est C'est une bonne sûr que question qu'on aurait, ça. Ça, sur c'est-à-dire les l'échéancier, ça va être projets plus difficile. Si ton mandat, tu as, exact. juste 4 ans, c'est sûr que ça Oui, va être plus et difficile à faire. les Mhm, juste un parallèle avec ici, là, des projets, que la Ville de Québec et de Montréal veulent faire, ils peuvent tirer, la couverte de leur côté en fonction des élections. Donc, vous voyez, si mhm, on est dans une situation d'un gouvernement minoritaire, comment peut-on, de façon intangible et stable, faire des projets innovants en matière d'infrastructure? Imaginez aux États-Unis, c'est très difficile, mhm, notamment avec la séparation des pouvoirs. Ben oui, écoutez, même si c'est un processus démocratique qui nous paraît louable et qui montre une certaine santé démocratique, ben, c'est des projets à long terme de reprendre de législature en législature, de gouvernement en gouvernement, c'est un peu plus difficile. Donc, quand vous appelez Xi Jinping et vous avez un mandat à vie, c'est davantage facile de faire des projets là, de milliers de milliards de dollars sur 10 ans. Bon, à mhm, moins qu'il crève et que ce soit son, son sbire ou son petit timonier. Il y avait mhm, le grand timonier qui était Mao, tu avais le petit timonier qui était Deng Xiaoping qui a pris sa place au final. Donc, le calife comment dire, le vizir qui voulait être calife à la place du calife, c'est un peu ça. C'est toute l'histoire du Moyen-Orient. Donc, un veut prendre leur place, mais ils sont là pendant longtemps, à moins qu'ils décèdent, ou à moins d'une guerre civile ou d'une révolution, peu importe. Et tu sais, dans tout ça, bon, je me demande toujours, est-ce que c'est pas justement un peu un côté, bon, certains diront néocolonialiste, hein, une espèce de déploration. Tu sais, les Occidentaux, on adore les sites historiques, on adore les sites pittoresques. Et là, on voit, bon, admettons l'Arabie Saoudite ou l'Égypte, bon, le Caire, que là, ils développent d'une manière ultra futuriste, ultra moderniste. Et est-ce qu'on n'est pas dérangé par ça tout simplement parce que on aimerait mieux qu'il reste le petit peuple pittoresque, hein, avec La tu regardes ça, puis différence, tu sais, ce que je veux mhm, dire, c'est que, tu sais, admettons, il y a beaucoup de monde, bon, ils tripent sur Dubaï, là, c'est devenu bien populaire. Moi, personnellement, j'aimerais bien mieux ça voir, je sais pas, la forteresse de Bam en Iran, ou tu sais, des espèces de vieilles structures, ou aller voir Samarkand en Ouzbékistan.
Mais bon, il y a le Ben, trip ultra-futuriste. Parce il y que a je veux quelque dire, chose c'est qu'il d'intéressant. y a peut-être, je trouve, j'ai l'impression peut-être un espèce de réflexe sociologique à trouver que ça n'a pas sa place, hein, cette hyper-modernité dans un décor qu'on s'imaginerait plus traditionnel, authentique. Hein. Absolument. Mais la différence entre le régime saoudien et l'Arabie saoudite, à titre de patrimoine culturel, etc., ont beaucoup moins de choses que l'Égypte. C'est-à-dire que le ministre du patrimoine en Égypte est très puissant. Et vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Il y a beaucoup plus de sites historiques. Il y a une sacralisation, ou même peut-être une forme de fétichisme historique. Là, j'exagère là, à peine. Des sites qui ont quoi, 4 ou 5 millénaires d'histoire. Les différents gouvernements égyptiens, plus autoritaires, plus démocratiques, peu importe, se sont battus toute leur législature, pas dire toute leur vie, pour rapatrier des objets provenant de Paris ou de Londres, parce qu'on voulait les rétrocéder à ce moment-là. C'est pas facile de faire des fouilles en Égypte sans avoir un mandat ou une permission spéciale. C'est pas la même chose qu'en Arabie Saoudite. Oui, il y a du patrimoine, mais c'est Non, incomparable. mais ce que je veux dire, c'est plus dans l'esprit occidental, hein, de se voir quasiment infériorisé par ces espèces de méga projets-là. Est-ce qu'il n'y a pas un espèce de réflexe comme quoi se faire surpasser d'un point de vue moderniste, futuriste, il n'y a pas comme une espèce de petite frustration interne. Je pense à voix haute là, en ce moment, là, mais c'est ça, j'ai toujours vu ça comme une espèce de côté, comme c'est pas naturel, ça sort un peu de nulle part, Néom en ultra futuriste dans le désert. En tout cas, c'est peut-être un des éléments aussi qui fait en sorte que c'est controversé. Mais Ben, évidemment, on bon, là, juste avait la proportion des choses fait en sorte que c'est déjà controversé. Là. Je vais juste essayer de penser à d'autres éléments qui peuvent des villes comme justifier ça. Là. Dubaï, Shanghai ou Hong Kong ont été ça poussait de nulle part. Là. Mm-hmm. C'est un peu comme en 20-30 ans, si vous voyez des photos avant-après, c'est pharaonique. Est-ce qu'on pourrait avoir la même chose ici? On a vu un peu ça avec les différentes périodes industrielles qu'on a connues, mais avec un si bas taux de croissance et une décroissance de la main-d'œuvre, est-ce que ces projets structurels pharaoniques peuvent naître? Je ne crois pas. Par Non, contre, ici, à c'est certain. contrario, que ce soit au Caire, que ce soit à la Mecque ou Riyad ou Médine, bon, c'est plus à Riyad là, notamment, là, ça prend de la main-d'œuvre. Cette main-d'œuvre-là n'est pas disponible dans ces pays-là. Donc, l'attractivité devra notamment, ce serait de voir si l'Arabie Saoudite pourrait échanger euh, des traités avec l'Arabie Saoudite, la Chine, pourrait avoir une main assez étendue. Il n'y a pas la main visible, ça va être la main très visible de la Chine qu'on va voir en Arabie Saoudite, puisque, bon, ça sera de voir si l'Occident, avec ses républiques et ses États, vont être capables comment dire, de s'ingérer en Arabie Saoudite comme ils l'ont fait avec la guerre en Irak et au Koweït, etc. Je pense pas que ça va arriver. Hmm. Je pense que nos leaders du monde libre. Sont pas encore nécessairement en Arabie Saoudite, au moins, mais ils ont fait une base à Djibouti, qui est quand même proche. Oui, Donc, ils sont dans la région, oui, les Chinois, ça c'est Djibouti sûr. demandait quasiment aux États-Unis de venir en présence, puisque le Djibouti, c'est pas loin de la Somalie. Il y a des États faillis, défaillants et complètement en faillite là-bas, voyant un peu les États tomber un à un, comme par exemple en Érythrée, c'est complètement épouvantable et ahurissant ce qui se passe présentement. Ben, Donc, justement, il y en a qui Djibouti, qui est demandent. vraiment juste à côté de l'Érythrée, là, c'est vraiment dans le même Oui, petit coin. Là. dans la corne, on parle de l'Afrique de l'Est, dans la corne de l'Afrique, mais il y a encore et encore des problématiques de pirates, ce qu'on va, des pirates somaliens qui essayent de pirater, je n'ai pas d'autre mot que ça, des cargos chinois. C'est ça, c'est des Donc, pirates qui piratent. ouais, c'est ça, des pirates qui viennent prendre d'assaut le fret international. Mhm. Donc, ça crée un fret, pour rien. Non, c'est ça. Par contre, j'ai comme l'impression que l'Arabie Saoudite, peut-être qu'il bon, là, je vais faire attention à mes mots. Là. J'ai l'impression que peut-être qu'il y a peut-être plus de naïveté dans certains États africains du fait justement
d'un faible développement et donc, bon, la Chine devient un petit peu comme une espèce de manière rapide pour se développer. J'ai l'impression que l'Arabie Saoudite peut-être va être un petit peu plus sur ses gardes par rapport à ce genre d'intervention-là sur son territoire. Là. Mais Ben, juste, je me posais la question en même temps, c'était quoi le sol migratoire de l'Arabie Saoudite? je pense pas que tu peux devenir. Est-ce que tu peux devenir citoyen saoudien? Ben, migratoire, on parle pas nécessairement de citoyenneté, mais de Non, résident c'est ça. permanent, travailleur étranger ou tout ça. La population a cru de 82 000 habitants en 2017. Il y a Parce que je veux eu un dire, sol naturel de 67 plus un sol migratoire de 33 J'aimerais ça voir si, au final, ça va en augmentant. parce que de ce que je me souviens, il me semble que même les travailleurs étrangers, il fallait qu'ils habitent comme dans des communautés à part ou de quoi du style. Et je ne sais pas Oui, si vous ben savez oui, que c'est interdit pour des non-musulmans d'aller à la Mecque aussi. Là. Je ne sais pas si vous saviez ça, mais c'est oui, ça, exactement. l'Arabie Saoudite qui est quand même un État qui est assez exclusif là, dans Le taux de ce genre de fécondité constellation-là. est Là. de 2,47. Le taux de croissance annuel est actuellement à peu près à moins 0,13. Taux de natalité depuis les années 60, ça fait une pente comme ça. On est à 18,24. Et pourtant, c'est à peu près 30 l'indice de personnes qui est né à l'extérieur du pays. Hmm. Et là, on commence à voir l'Arabie Saoudite devenir de moins en moins saoudienne. Est-ce qu'il va y avoir un mouvement Je me demande, nationaliste? ouais, je me demande s'il n'y a pas aussi, je sais pas, admettons des gens de l'Oman ou des Émirats Arabes Unis n'ont pas justement il y a peut-être des ententes différentes avec ces pays-là. Parce qu'en tout cas, de ce que je me souviens des dernières années, il me semble que c'était très difficile là, d'habiter là, puis que bon, tu pouvais être travailleur étranger pendant un certain laps de temps, avoir un visa, mais que Je me même pose là, il la fallait que tu habites question. dans des petites communautés, que c'était. Oui, je me pose la Donc, question si un homme anais a une plus-value à venir habiter à Riyad ou à la Mecque ou à Médine. considérant qu'ils D'ailleurs, sont comme dans le même espace géographique, là, je ne sais pas s'il y a oui, mais politiquement, des c'est pas mal plus tranquille. Je veux dire, mhm, mon père est allé là pour Soir Aluminium dans les débuts des années 2010 environ, là, 2000, c'est à peu près ça. Et c'était un mhm, régime qui était le sultan Qaboos, c'est quand même, là, c'est la petite pierre à comparer de l'Iran et de l'Arabie Saoudite. C'est quand même mhm. tranquille. Bon, il y a la charia et tout ça, là, mais Non, je parlais plus comme faites pas d'une tuer. espèce de solidarité régionale entre ces pays-là. Bon, Non, évidemment, pas peut-être pas tellement. avec pas avec les Houthis du Yémen, là, qui est en guerre contre l'Arabie Saoudite, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne sais pas si, Il y a des admettons, courants transmigratoires c'est ça, entre les. transmigratoire, plus entre certains États arabes comme ça, qui Non, auraient plus de complicité, là, je la sais pas. majorité viennent de l'Inde, justement, en fonction. Hmm, Là, on avait toute la comme au problématique Qatar. des. Là. Exactement comme au Qatar, mais en ce qui a trait aux migrations pas ibérique, pardon, là, mais arabique, parce que c'est la Ouais. péninsule arabique, c'est Qatar, Oman, Bahreïn, Émirats arabes unis, Arabie saoudite. C'est pas mal ça, là. N'est pas tellement étendu. Donc, ça provient des autres continents et ça serait Hmm, de voir s'il y aura une augmentation des populations. Par exemple, on appelait ça l'Afrique noire pour ne pas parler du Maghreb, s'il va y avoir un mhm. solde migratoire positif dans les prochaines années parce qu'ils vont aller chercher euh, leur, euh, leur ouvrier à bas coût facilement. Là. Mhm. J'ai hâte de voir, en tout cas, voir si, si dans quelques années, l'Arabie Saoudite va devenir cette espèce de paradis un peu utopique, là, comme il le présente. Euh, Je pense que ça va foirer, mais bon, je ne fais pas de prédiction, mais ouais. j'ai pas grand espoir. Je C'est pense quoi que déjà leur échéancier là, pour ces projets-là? Ça doit être au moins ben, 10-20 ans, je présume. Là. les 2030, habituellement, c'est 10, 15, 20 ans. Mais là, encore là, ça fait depuis 2014 que Modi, avec son gouvernement nationaliste, Bharatiya Janata Party, le parti du Congrès, le parti nationaliste indien, avait promis 98 villes intelligentes. Il Hmm. n'y en a pas grand qui ont été créées. Hein. C'est encore parce que, de toute façon, savez-vous, c'est quoi le défaut, entre guillemets, que l'Inde a par rapport à l'Arabie Saoudite? C'est la plus grande démocratie du monde. Ouais, c'est ça. Déjà, c'est. Ils ont des partis ethniques, ils ont des partis religieux, ils ont des partis Bollywood, ils ont des partis régionaux, ils ont des. Écoutez, ils ont tellement de sortes de partis que je ne pourrais pas toutes les énumérer. En Arabie Hmm. Saoudite, c'est une monarchie absolue. J'ai l'impression aussi qu'il y a un autre avantage, bon, on l'a mentionné quelques reprises, mais le fait que ce soit dans des déserts,
rend ça beaucoup plus simple. Bon, tu parlais qu'il y avait beaucoup quand même de déplacements de population, là, mais n'en demeure pas moins qu'admettons, pour ce qui est du Nouveau-Cap, bon, on prend juste la partie du désert à côté, fait des autoroutes, puis on construit dessus. J'ai l'impression que déjà en Inde, c'est beaucoup plus dense hein, comme l'occupation du territoire, dans des territoires aussi qui sont bon, plus Pas accidentés des fois. déplacé, c'est très, 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 très Ça, densifié en Inde. Par mhm, exemple, si vous videz l'Uttar Pradesh ou peu importe, là, ou encore pire, le Cachemire, je pense que vous allez avoir des guerres civiles. D'ailleurs, l'Inde est le pays où il y a le plus d'attentats terroristes présentement, dû aux dissensions mhm. régionaux religieux. Ah oui, L'Arabie puis tu sais, je veux saoudite n'a dire, pas la crise chiite, sunnite qu'elle avait auparavant. c'est ça, puis tu sais, aussi une présence religieuse qui est, tu sais, ça reste du polythéisme, là, donc un certain temple dans une certaine région, tu peux pas le déplacer, là. C'est pas comme nos religions monothéistes, comme justement l'islam qui est centré autour de la Kaaba, ben, bon, une mosquée, c'est sûr que dans le meilleur des cas, si c'est historique, ils vont la garder, mais une mosquée, ça peut quand même se déplacer dans une certaine mesure. Mais des sociétés justement plus polythéistes, un peu comme en Inde, des fois, s'il y a un temple d'une divinité, ça va être le seul dans tout le monde, hein, dans tout le cosmos, selon eux. Oui, puis C'est ce ton temple temple-là en dans Inde a ce. 4-5 Mhm. millénaires, ben pas C'est 4-5 ça. millénaires, C'est mais ça. 2-3 millénaires, Mhm. c'est plus le Donc, patrimoine c'est. mondial d'UNESCO là, qui va régler ça. Mhm. Non, c'est ça. Puis c'est pour ça qu'on y pense pas nécessairement. Mais tu sais, ce que je veux dire, c'est que je dis des temples. Là, des fois, c'est même juste des petits hôtels. Hein, dans une petite ruelle, il y a un hôtel en particulier qui est ultra important pour la communauté. Fait que c'est ça, ça crée des situations où, ouais, disons que l'Inde, aller refaire des gros projets d'urbanisme en Inde, ça doit être assez compliqué. Hein. Remarque, je connais moins l'Inde, là, mais ça me semble à première vue beaucoup plus On pourra compliqué. en parler lors d'une prochaine émission des infrastructures déficientes en Inde. Je pense qu'on a pour 4 Ouais. heures et demie juste là-dessus. Moi, je m'y connais moins, mais peut-être, ouais, éventuellement, ça pourrait être intéressant, effectivement. Je sais quand je collaborais aussi avec Benjamin Tremblay, il m'en parlait souvent, ça. Ah oui, Benjamin Tremblay, 7 jours sur Terre, des infrastructures en on Inde. Là. l'invitera, ça y tente. Bon, je pense qu'il doit être booké pas mal, là, mais un mardi, ça lui Ouais, c'est ça. dit. Bon, là, c'est ça. Ben, pour ceux qui nous écoutent d'ailleurs, là, on vient de commencer ça. C'était la semaine dernière aussi, on s'en est fait une. C'est la deuxième. Hein, on commence ça petit peu par petit peu, mais plus ça va aller, c'est ça. Là, on va essayer de commencer à inviter du monde. Je sais que Nicolas Gagnon aussi Ben voulait oui, qu'on l'invite un ami, ben éventuellement. oui, qui viennent Fait quand que il veut. non, c'est ça. Fait que ouais, on va continuer ça, puis on devrait avoir des petits invités dans les prochains temps, puis tout. Ben écoute, c'était super intéressant. Là, on arrive pas mal vers la fin, 5h58. Donc, ben, je pense qu'on a fait pas mal le tour aussi. Là. Donc, ces projets pharaonesques-là, au Moyen-Orient aussi, toutes les dynamiques qu'il peut y avoir avec les autoritarismes hein, et je sais pas, les visions futuristes de ces pays-là. Donc, ben, c'est ça, on a fait pas mal le tour. Si vous avez apprécié, n'hésitez jamais hein, à J'ai liker, des à choses vous à plugger. abonner. J'ai Oh, des choses à plugger. et Samuel a des choses à Ben plugger, oui, donc je te laisse je continuer. suis le remplaçant de Yann Sénéchal sur le lien Frank et Yann. Cette semaine, Yann et Frank, pas Frank et Yann, mon Dieu, c'est épouvantable. Tous les lundis, on est en rediffusion à midi en direct. Je le dis, c'est pas simultané, c'est en direct, mais on le fait le matin. À partir de midi, toute la semaine. Jeudi, je vais être au trio économique avec le professeur Vincent Gelozo et Frank. Donc, qui vont probablement parler de politique économique. Je ne sais pas encore, là, on est en train de se parler. Sinon, c'est ça. Sinon, Québec Nouvelle, vous avez les articles de tous et chacun. Euh, Partagez, bien naturellement, s'il y a des articles que vous avez à nous proposer. On est bien à l'aise de recevoir vos messages, vos Oui, suggestions, vos aussi. critiques. Mhm. Ça nous fait un grand plaisir. Puis moi, je dois faire un article là prochainement. Il n'y a pas de stress. Ben, en tout cas, hey, c'était super intéressant. Fait que, ben, encore une fois, on se revoit la semaine prochaine. Là, c'était exceptionnel, je pense, hein, qu'on était à 5 heures aujourd'hui. Là. Sinon, Oui, on fait oui, oui, ça absolument. sinon, habituellement, ça va être à 6 heures. OK. Donc, ben, on se revoit la semaine prochaine. Merci beaucoup à tous. À la prochaine. Bonne soirée là.